La pluie s'abattait doucement contre les immenses fenêtres du manoir, comme si le ciel lui-même avait décidé de se joindre à ce silence étouffant. Un silence qui n'était pas seulement l'absence de son, mais la présence constante d'une pesanteur dans l'air. Les hauts murs, décorés d'œuvres d'art à des millions de dollars, reflétaient une demeure parfaite, mais quiconque y pénétrait, aussi imprudent fût-il, sentait que quelque chose clochait profondément, et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi, depuis le jour du départ de sa mère, l'héritier de cette fortune, un garçon qui aurait dû être plein de vie et de malice, avait tout simplement cessé de parler. Et là, j'aimerais que vous imaginiez avec moi un garçon entouré de tout ce que l'argent peut acheter. Jouets hors de prix, jardin de contes de fées, précepteur privé, médecin renommé. Et pourtant, pas un mot ne lui échappe. Avez-vous déjà réfléchi à la douleur qui se cache derrière tout cela? Avant de continuer, je vous invite à laisser un mot dans les commentaires « silence », car ce silence est en fait le personnage le plus marquant de cette première partie de l'histoire. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car ce que vous découvrirez ici vous touchera comme aucun feuilleton ne le pourrait. À l'intérieur du manoir, chaque détail semblait amplifier ce vide. Les domestiques parcouraient des couloirs à petits pas, craignant presque de rompre l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce. Les voix étaient basses, les gestes calculés, et même le cliquetis des couverts sur la table semblait interdit. Le père, un jeune millionnaire à la prestance affirmée et à l'apparence impeccable, gardait son sang-froid devant ses associés et la société. Mais dès qu'il franchit le seuil de son bureau et s'enferma, son visage se décomposa. À l'intérieur, au milieu des contrats et des bouteilles de whisky oubliées, il pleurait comme un homme qui avait tout, sauf l'essentiel, son lien avec son propre fils. Le garçon, lui, semblait vivre dans un monde parallèle. Assis dans les coins de la maison, il observait plus qu'il ne participait. Ses yeux, grands, sombres, profonds, étaient toujours fixés sur quelque chose d'invisible, parfois sur le balancement d'un jouet mécanique, d'autres fois sur le vide de la fenêtre. Il ne criait pas, ne riait pas, ne pleurait pas. C'était une énigme vivante. Et le contraste était cruel, tandis que n'importe quel autre enfant de son âge ferait du vacarme, courait, dans le jardin, lui choisissait le silence absolu pour compagnon. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention, ce n'était pas seulement le silence en lui-même, c'était ce qu'il cachait, car derrière ce comportement se cachait un traumatisme, un vide émotionnel que personne ne pouvait combler. Les médecins ont essayé, des psychologues sont arrivés, armés de techniques modernes, de thérapie par le jeu, de jeux colorés. Tous sont repartis frustrés, comme si le garçon était une forteresse, impénétrable. Les enseignants ont tenté de l'encourager, les babysitters de lui arracher un sourire, mais rien n'y a fait. Plus ils insistaient, plus il semblait s'éloigner. Et c'est là que surgit la question qui taraude tous les esprits. Parlerait-il un jour à nouveau? Ou serait-il condamné à vivre prisonnier de ce silence éternel, tel un prisonnier invisible de sa propre enfance? Le père, malgré toute sa richesse, n'avait pas de réponse. Et c'était là le détail le plus troublant. Pour un homme qui pouvait tout acheter, comprendre qu'il ne pouvait pas offrir de remède à son fils était une blessure qui le détruisait de l'intérieur. Les nuits étaient les pires. Les couloirs du manoir ne résonnaient que du bruit lointain des pas des agents de sécurité et du tic-tac insistant des montres de luxe. Le garçon était allongé dans sa chambre, serrant contre lui un oreiller trop petit pour l'intensité de son chagrin. Les lumières de la ville vacillaient à travers les fenêtres, mais elles ne parvenaient pas à éclairer l'obscurité qu'il portait en lui. Et le père, dans sa luxueuse chambre, fixait le plafond, incapable de dormir, tourmenté par la même pensée. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ai-je perdu non seulement ma femme, mais aussi la voix de mon fils? Et pourtant, il y avait quelque chose dans l'air que personne ne pouvait expliquer. Une prémonition, un sentiment presque imperceptible que cette histoire comportait encore un rebondissement, que le silence ne durerait pas. Éternellement, quelque chose allait se produire, et quand cela arriverait, ce ne serait pas seulement une rupture avec la routine, mais un choc qui changerait à jamais la vie dans ce manoir. L'horloge de la pièce principale sonna à 8 heures du matin, lorsque la routine impeccable du manoir commença à être bouleversée par une présence nouvelle. L'odeur du café frais et du pain frais emplissait la pièce, mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'atmosphère, quelque chose que les domestiques, si habitués à la rigidité de chaque geste, remarquèrent immédiatement. C'était l'arrivée d'une femme simple, mais dont le regard pétillant défiait le faste du lieu.
Elle n'entra pas avec l'attitude servile attendue d'une servante, mais elle n'était pas non plus arrogante. Il y avait en elle une assurance rare, comme si elle portait en elle un secret indéchiffrable. Elle s'appelait Clara, et dès l'instant où elle posa le pied sur ce sol de marbre poli, elle sembla destinée à changer le cours de ses vies. Le millionnaire, assis au bout d'une table pouvant accueillir 20 personnes, mais qui, ce matin-là, n'était occupé que par lui et son fils, observait en silence. Le garçon, comme toujours, gardait les yeux fixés sur quelque chose de lointain, d'absent, refusant toute interaction. La servante, fraîchement arrivée, entra dans la pièce avec un plateau, naturellement, comme si elle en faisait déjà partie, et déposa une simple assiette de fruits sur la table. Mais le geste qui retint le plus son attention ne fut pas l'acte en lui-même, mais son regard. Elle regarda le garçon comme personne ne l'avait jamais fait auparavant, ni avec pitié, ni avec désespoir, ni avec l'exigence de quelqu'un qui attend une réaction immédiate. Elle semblait voir au-delà du silence, comme si elle savait que même les murs les plus hauts cachent en quelqu'un qui aspire à être découvert. Le père, intrigué, observait chaque mouvement. Il n'avait pas l'habitude de voir son fils traité ainsi, sans ce mélange de peur et de compassion qui éloignait toujours plus les gens qu'il ne les rapprochait. Clara, quant à elle, semblait à l'aise face à l'énigme que chacun cherchait vainement à déchiffrer. En mettant la table, elle fredonnait une douce mélodie, presque enfantine, mais pleine de douceur. C'était comme si, sans lui demander la permission, elle avait décidé de combler le silence du garçon d'une chanson qui se passait de paroles. Et à cet instant, quelque chose d'infime, presque imperceptible se produisit. Le regard du garçon se tourna légèrement vers elle. C'était rapide, si rapide que personne d'autre ne l'aurait peut-être remarqué, mais le père le vit, et ce petit détail suffisait à semer l'espoir. Le contraste était saisissant. C'était une femme d'origine modeste, habituée au poids de la vie, confrontée quotidiennement à la dureté qui n'avait jamais touché les couloirs de ce manoir. Et pourtant, elle rayonnait de quelque chose que même l'argent ne pouvait acheter. Une présence authentique. Le garçon ne parlait pas, ne souriait pas, mais pour la première fois depuis des mois, son regard quittait le vide pour se tourner vers un être humain. Ce geste à lui seul valait plus que n'importe quel rendez-vous chez le médecin, plus que n'importe quel jouet importé ou les tentatives infructueuses de spécialistes. C'était comme si Clara détenait la clé d'une porte que personne d'autre ne pouvait trouver. Les jours suivants n'ont fait que renforcer cette impression. Tandis que les autres domestiques accomplissaient leurs tâches dans un silence absolu, Clara interagissait avec la maison avec vivacité. En nettoyant les couloirs, elle sifflait des mélodies qui résonnaient dans les pièces comme un lointain souvenir d'un temps plus heureux. En cuisinant, elle mélangeait les épices avec le soin de quelqu'un qui prépare pour sa propre famille. Et lorsqu'elle rencontrait le garçon, elle ne le traitait jamais comme le garçon riche et perturbé, mais comme un enfant ordinaire, méritant attention, affection et même de subtiles taquineries. Le millionnaire observait de loin, sans intervenir, mais de plus en plus curieux de ce qui semblait se passer là. Impossible de ne pas remarquer les subtils changements. Le garçon resta silencieux, mais ses gestes devinrent plus vifs. Il commença à se rapprocher de la cuisine, comme attiré par l'odeur des plats de Clara. Parfois, il se tenait à la porte, la regardant simplement remuer les casseroles, son regard, curieux suivant chacun de ses mouvements, comme s'il y avait une sorte de magie dans ce simple geste. Clara ne le forçait jamais à rien, ne lui demandait jamais un mot, ne lui exigeait jamais un sourire. Elle restait simplement elle-même, et ce détail, cette absence de pression faisait toute la différence. Le père, bien que sceptique, ne pouvait l'ignorer. Le soir, en se retirant à son bureau, il se demandait comment une simple domestique avait pu accomplir ce que des spécialistes renommés n'avaient pas réussi. Ce ne fut pas seulement son fils qui réagit, mais toute la maison. L'atmosphère, jusque-là étouffée par le silence et la lourdeur, commença à gagner une énergie nouvelle, presque imperceptible, mais réelle. Les couloirs semblaient plus lumineux, les jours plus courts. Le millionnaire se demanda qui était vraiment cette femme et pourquoi sa présence provoquait tant de réactions. Mais derrière ce calme apparent se cachait quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne connaissait encore, mais qui allait peu à peu se révéler, transformant non seulement la relation entre Clara et le garçon, mais aussi révélant des secrets au sein même de la famille. Ce qui semblait n'être que l'arrivée d'un nouvel employé allait en réalité rouvrir de vieilles blessures, révéler des vérités cachées et surtout provoquer des transformations imprévisibles. Et le plus impressionnant, c'est que tout a commencé avec un si petit détail, presque invisible,
mais capable de faire trembler les fondations d'une maison entière. Le regard d'un garçon qui a enfin trouvé une raison de détourner le regard du vide. Ce matin-là, la lumière du soleil traversait les immenses baies vitrées du manoir, se reflétant sur le marbre froid et illuminant chaque détail de la scène, presque cinématographique. Le garçon, toujours distant, avait choisi un coin précis de la pièce pour s'asseoir, comme si cet espace lui offrait une sorte de refuge silencieux. Les jouets coûteux, éparpillés, sur le sol restaient intacts, inertes, n'éveillant pas la moindre curiosité. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de presque imperceptible qui semblait annoncer un changement. Clara entra, comme à son habitude, d'un pas ferme et discret, tenant un seau d'eau et des chiffons en équilibre dans ses mains. Cette scène apparemment banale dissimulait une force transformatrice que personne, pas même le millionnaire, ne pourrait ignorer. Elle marchait comme si elle connaissait le poids de chaque sol nettoyé, mais aussi la valeur de chaque vie qu'elle touchait, même sans un mot. Elle s'approcha du garçon, non pas pour lui parler, mais pour commencer à frotter le sol à quelques mètres de là où il était assis. Et c'est là, dans ce geste ordinaire, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le garçon détourna le regard pour suivre le mouvement de sa main. Son regard, toujours perdu dans le lointain, était maintenant fixé sur Clara, comme si chaque coup de chiffon était une invitation silencieuse à quitter sa bulle d'isolement. Le millionnaire, debout en haut des escaliers, observait tout d'en haut, tel le spectateur privilégié d'une scène apparemment impossible. Il avait dépensé des fortunes en spécialiste, psychologue et éducateur sans succès. Le garçon restait prisonnier de son monde silencieux et inaccessible. Et maintenant, face à une femme simple, d'origine modeste, qui accomplissait son travail sans prétention, il réagissait enfin. Le contraste était si saisissant qu'il en était presque inconfortable. Le père sentit sa poitrine se serrer. Assistait-il à un miracle ou à une simple coïncidence? Clara, sans lever les yeux, continuait à frotter le sol, mais chaque mouvement avait un rythme, presque une danse, et ce rythme semblait bercer le garçon. À chaque minute qui passait, la tension dans la pièce augmentait. Était-ce une simple observation passagère ou le début d'une véritable connexion? Le cœur du père battait plus, fort car au fond de lui, il savait que ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose se passait ici, quelque chose qui défiait la logique et qui pouvait changer à jamais sa vision non seulement de son fils, mais de sa vie entière. Le garçon se pencha légèrement en avant, un geste discret mais chargé de sens. On aurait dit qu'il cherchait à combler le fossé qui l'avait toujours séparé du monde qui l'entourait. Clara remarqua ce mouvement du coin de l'œil, mais ne fit rien pour l'interrompre ou le forcer. Elle resta silencieuse, simplement présente, laissant le garçon dicter le rythme de l'interaction. Et c'est dans cet espace de liberté, dans ce respect silencieux, qu'un lien invisible naquit, plus fort que n'importe quel mot. Le millionnaire, là-haut, ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Mais avec cet espoir venait aussi la peur de s'accrocher à une possibilité qui pourrait ne pas se réaliser, la peur de croire en un étranger, de faire confiance à une femme qu'il connaissait à peine. Qui était donc cette Clara, après tout? Pourquoi semblait-elle posséder une sagesse qu'aucun diplôme ne pouvait offrir? Et pourquoi son fils, qui refusait de regarder qui que ce soit dans les yeux, semblait-il fasciné par elle? Les domestiques autour d'eux commencèrent également à remarquer la différence. Certains chuchotaient dans les couloirs, d'autres échangeaient des regards discrets. Toute la maison semblait pressentir qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Mais personne n'osait commenter à voix haute. C'était comme si chacun savait qu'il se trouvait devant quelque chose de fragile, quelque chose qui pouvait s'effondrer à tout moment si on le nommait par des mots. Le silence collectif, dans ce cas précis, n'était pas de l'indifférence, c'était du respect. Et, comme si le destin avait voulu émouvoir davantage le cœur du millionnaire, Clara, à un moment donné, laissa tomber le tissu et sortit de sa poche un petit morceau de papier plié, froissé par le temps. Elle l'ouvrit discrètement et se mit à fredonner une comptine, ces douces chansons que les mères chantent pour apaiser leurs enfants avant de se coucher. L'effet fut immédiat. Le garçon, pour la première fois depuis la mort de sa mère, tourna son visage vers quelqu'un. Ses grands yeux, emplis d'un mélange de curiosité et de vulnérabilité, se fixèrent sur les lèvres de Clara, chantant au rythme de la mélodie. Le millionnaire porta la main à sa bouche, tentant de contenir l'émotion qui menaçait de s'échapper en larmes. Ce moment était plus que spécial. Il était transformateur.
Quelque chose se brisait entre les murs de pierre de cette demeure, quelque chose que le luxe du monde ne pouvait pas s'offrir. Le silence absolu qui régnait dans la pièce était désormais empli d'une douce musique, presque sacrée, et d'un regard porteur de toutes les promesses d'un avenir différent. Mais au fond, personne ne savait que Clara portait aussi sa propre douleur. Ce papier froissé avait une histoire, et la chanson qu'elle fredonnait n'était pas n'importe quelle chanson. C'était un souvenir, un fil conducteur la reliant à un passé encore à révéler. Le garçon n'en avait aucune idée, pas plus que le millionnaire, mais cette chanson innocente allait ouvrir des portes qu'il aurait peut-être mieux valu garder closes. Et c'est précisément là que réside la véritable puissance de ce récit, lorsqu'on croit être confronté à quelque chose de simple, alors qu'en réalité on n'est qu'au début d'une énigme bien plus vaste. La question qui reste en suspens, sans réponse immédiate, est inévitable. Qu'y avait-il derrière ce morceau de papier, et pourquoi semblait-il avoir le pouvoir de sauver non seulement le silence du garçon, mais aussi les propres fantômes endormis de Clara? La respiration du millionnaire était lourde, chaque battement de cœur résonnant comme amplifié par les parois vitrées de la demeure. Il hésitait entre rester en faux des escaliers, simple observateur, ou descendre pour s'approcher de son fils et de la femme qui, d'un simple geste, semblait avoir accompli en quelques minutes ce que des années de spécialistes et de méthodes coûteuses n'avaient jamais pu accomplir. Le silence dans la pièce devint presque insupportable, interrompu seulement par la douce chanson qui s'échappait des lèvres de Clara, mêlée au son rythmé du linge qu'on essorait dans le seau. Et, au milieu de cette scène chargée de tension et cas d'espoir, un événement inattendu se produisit. Le garçon ouvrit la bouche, non pour parler mais pour émettre un son, un léger babillage inédit depuis la mort de sa mère. Presque imperceptible, il suffisait pourtant à faire se pencher le millionnaire en avant, comme s'il cherchait à saisir cette étincelle de vie avant qu'elle ne disparaisse. Clara, avec sa sensibilité naturelle, remarqua le babillage, mais ne réagit pas de manière excessive. Elle ne sourit pas, ne célébra pas, ne chercha pas à attirer l'attention. Elle continua de chanter, gardant un rythme doux, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. C'était précisément ce naturel qui l'enchantait. Elle ne forçait pas, n'exerçait aucune pression, offrait simplement sa présence. Le garçon hypnotisé se balançait maintenant légèrement d'avant en arrière, comme s'il essayait de suivre la mélodie avec son corps. C'était un geste simple, mais chargé de sens. Le père, les larmes aux yeux, ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Comment était-il possible qu'une femme qui entrait dans cette maison, uniquement pour faire le ménage et la cuisine, puisse être le pont entre lui et son propre fils? L'esprit du millionnaire s'emballa. Il se souvint des nuits blanches, des rapports médicaux, des promesses creuses de spécialistes renommés. Il se souvint aussi de sa femme, de la façon dont elle berçait le garçon dans ses bras, chantant la même mélodie. Seulement, cette fois, elle était reprise par une autre voix, une voix pleine de tendresse et de douleur cachée. Le contraste était presque insupportable, comme si la vie se moquait de lui montrant que le véritable remède ne résidait pas dans les billets de millions, mais dans des gestes simples et humains. Les invités qui jusque-là conversaient dans d'autres pièces commencèrent à s'approcher, attirés par l'étrangeté de la scène. Certains se cachèrent derrière les colonnes blanches du manoir, d'autres observèrent à travers les portes entr'ouvertes. Ce qu'ils virent leur parut surréaliste. Un garçon jusque-là muet réagissant à la présence d'une servante. Des murmures commencèrent à parcourir la pièce. Des mots comme « miracle »,« coïncidence » et « destin ». L'atmosphère était emplie de recueillement, comme si chacun assistait à quelque chose qui ne devait pas être interrompu. Le millionnaire descendit quelques marches, mais s'arrêta à mi-chemin. Il était partagé entre l'envie de courir serrer son fils dans ses bras et la crainte qu'un mouvement brusque ne vienne briser ce moment délicat. Il agrippa fermement la rampe, les doigts tremblants, tandis qu'il observait Clara. Qui était-elle? Que cachait-elle? Pourquoi cette chanson semblait-elle faire remonter à la surface non seulement le cœur de son fils, mais aussi des souvenirs qu'il s'efforçait lui-même de refouler? Clara, l'espace d'un instant, reporta son regard sur le morceau de papier qu'elle tenait dans ses mains. Le papier froissé trahissait des années, d'usage, de va-et-vient dans les poches et les tiroirs. Cette chanson n'était pas qu'un souvenir, c'était un héritage. Mais à qui? Et pourquoi? Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement, dissimulant son émotion. Ce n'était pas le moment d'exposer sa douleur, car à cet instant, toute son attention devait être portée sur le garçon. Elle savait que quelque chose de plus important était en jeu,
et peut-être le destin l'avait-il placé là, précisément pour cela. Soudain, le garçon tendit sa main, encore petite et tremblante, vers le papier que Clara tenait. Ce geste fut si inattendu que tous les assistants retinrent leur souffle. Le millionnaire faillit dévaler les escaliers, mais se retint. Clara abaissa doucement le papier jusqu'à ce que les petits doigts du garçon le touchent. Il le serra fermement comme s'il s'agissait d'un trésor perdu. Ses yeux, maintenant fixés sur le morceau de papier, brillèrent d'une intensité inconnue jusqu'alors. Et puis, d'une voix rauque et brisée, le garçon murmura quelque chose d'incompréhensible. Ce n'était pas une phrase ni un mot clair, mais un son né du plus profond de son âme, un son chargé d'années de silence. Des larmes coulèrent sur le visage du millionnaire, incapable d'en croire ses yeux. Son cœur faillit éclater, car il savait que ce n'était pas une illusion. Quelque chose en son fils s'éveillait, mais la question qui planait dans l'air, telle une ombre impossible à ignorer, était « Qu'y avait-il sur ce papier ?» Pourquoi cette chanson, précisément, avait-elle le pouvoir de briser les barrières de douleur et de silence qui emprisonnaient son fils? Clara prit une grande inspiration, sachant que tôt ou tard, elle devrait révéler la vérité. Mais la révéler signifiait ouvrir les portes du passé qu'elle avait gardées verrouillées pendant des années, des portes qui cachaient des secrets capables de changer non seulement sa vie, mais aussi celle du millionnaire et de son fils. Et tandis que le garçon tenait toujours fermement le papier, les invités échangèrent des regards étonnés, attendant la suite de cette histoire qui ne se limitait plus à une famille riche et à sa servante. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui parlait du destin, des blessures cachées, du pouvoir inexplicable des rencontres qui changent des vies à jamais. Le sentiment était clair, nous n'étions qu'au début d'une révélation beaucoup plus profonde, et le morceau de papier froissé n'était que la pointe d'un secret, qui, une fois révélé, pourrait ébranler les fondations mêmes de ce luxueux manoir. La tension dans la pièce augmentait à chaque seconde qui passait, comme si l'air s'épaississait et que chacun respirait à l'unisson, attendant que quelque chose brise le silence. Le millionnaire, toujours paralysé à mi-hauteur de l'escalier, sentait chaque fibre de son corps implorer l'action. Mais quelque chose le retenait, la peur. La peur que cet instant soit trop fragile et puisse se briser, au moindre faux pas. Ses yeux rouges et humides ne quittèrent pas le garçon et la femme qui partagèrent désormais une scène presque sacrée devant tous. Le morceau de papier resta dans les petites mains de l'enfant, serré fermement, comme s'il détenait un secret difficile à révéler. Clara, percevant l'ambiance ambiante, garda une voix douce, mais son esprit était en ébullition. Intérieurement, elle luttait contre des souvenirs qui persistaient à refaire surface tels des fantômes. Cette chanson n'était pas qu'une berceuse. C'était un lien invisible avec un passé qu'elle ne voulait jamais révéler. Son regard se posa sur le millionnaire et, à cet instant, elle comprit. Il savait. Peut-être n'en était-il pas encore pleinement conscient, mais son regard trahissait que quelque chose en lui reconnaissait ce son. C'était comme si, quelque part dans sa mémoire, le timbre de cette chanson avait été enregistré et résonnait maintenant, réveillant en lui le souvenir de la femme qu'il avait perdue. Le garçon, tenant toujours le papier dans ses mains, se mit à secouer légèrement la tête, un mouvement rythmique qui accompagnait la mélodie. Chaque murmure qui s'échappait de sa bouche semblait une lueur d'espoir perçant des années de silence. Les invités, jusque-là curieux, se sentaient désormais complices d'une grande œuvre. Personne n'osait les interrompre, personne n'osait même tousser. Même les verres en cristal étaient soigneusement disposés sur les tables, comme si le bruit pouvait profaner ce qui se passait. Et puis, au plus fort de cette atmosphère, un détail échappa à leur regard attentif. Dans un coin du papier froissé se trouvait une signature effacée, presque illisible. Clara remarqua que le garçon fixait précisément cet endroit, comme si l'écriture lui était familière, même si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Le millionnaire, pris d'un mélange de désespoir et de curiosité, fit enfin un pas en avant. Le bruit des talons de cuir heurtant le sol résonna dans la pièce et fit lever les yeux à Clara. Elle savait qu'il allait s'approcher, et elle savait aussi qu'il serait impossible d'éviter la confrontation. Son cœur s'emballa, non pas à cause de la présence imposante de l'homme, mais à cause de ce qui allait se passer. Car ce morceau de papier, lu à voix haute, allait révéler non seulement le souvenir de la défunte épouse du millionnaire, mais aussi une vérité que Clara avait cachée pendant des années, enfouie sous des couches de silence et de sacrifice. Il s'approcha lentement, comme s'il marchait sur un champ de mine. Son regard se fixa sur le papier,
mais aussi sur les mains de son fils, qui tremblèrent légèrement en le tenant. Le millionnaire tendit la main, mais le garçon recula, serrant le papier contre sa poitrine comme s'il faisait partie de lui. Ce simple geste suffisit à faire monter des larmes encore plus fortes aux yeux du père. Il ne savait pas s'il pleurait de rejet, de peur de rater ce moment, ou de la brutale certitude d'être devenu un étranger dans la vie de son fils. Clara prit une profonde inspiration et pour la première fois parla directement au millionnaire. Il se fie à ce qu'il ressent, pas à ce qu'il entend. Il est peut-être temps que tu l'écoutes aussi. Sa voix était ferme, mais emplie d'une douleur contenue. Le millionnaire la fixait intensément, comme si chaque mot était une accusation voilée. Mais avant qu'il puisse répondre, le garçon souleva le papier et le tendit à Clara, comme pour la supplier de continuer la chanson. C'était une requête silencieuse mais irrésistible, et lorsqu'elle recommença à chanter, le millionnaire la reconnut immédiatement. C'était la même mélodie que sa femme chantait à leur fils. Un frisson lui parcourut l'échine, car cela ne pouvait signifier qu'une chose. Clara et sa femme avaient un lien dont il ignorait l'existence. Mais quoi? Étaient-ils amis? Avaient-ils un passé commun? Ou était-ce quelque chose d'encore plus profond? Un lien qu'il n'avait jamais imaginé? Son visage se durcit, tentant de dissimuler sa confusion, mais son regard trahissait la tempête. Le public, incapable de feindre l'indifférence, murmurait des théories. Certains croyaient à un miracle divin, d'autres pensaient que Clara avait un don particulier. Mais certains étaient aussi méfiants. Comment une simple servante aurait-elle pu avoir accès à des informations aussi intimes sur la famille? Pourquoi, elle qui aurait dû être invisible, était-elle au cœur d'un événement qui bouleversait tout? Le millionnaire, envahi par un besoin presque viscéral, fit un autre pas en avant et demanda d'une voix tremblante « Où as-tu appris cette chanson ?» Clara ne répondit pas immédiatement. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Les secondes s'éternisèrent sans comme des heures, et tous les regards dans la pièce étaient braqués sur elle. Le cœur du millionnaire sembla bondir hors de sa poitrine, tant il était impatient. Il ne savait pas s'il avait peur de la réponse ou si elle le lui manquait. Mais une chose était sûre, cette question ne pouvait rester sans réponse. Clara leva enfin ses yeux humides et fixa l'homme devant elle. Et d'une voix basse, presque un murmure, il dit quelque chose qui résonna comme le tonnerre dans la pièce, parce que cette chanson n'était pas seulement la sienne, c'était la nôtre. Le silence qui suivit fut absolu. Le millionnaire sentit ses jambes faiblir, comme si le sol avait disparu sous ses pieds, et les invités, sous le choc, attendirent la suite, sachant que ce n'était que le début d'une révélation qui pourrait bouleverser toute l'histoire. Les yeux du millionnaire se plissèrent, comme s'il voulait transpercer Clara et extirper toute la vérité qui restait cachée. La phrase qu'elle venait de prononcer, cette chanson n'était pas seulement la sienne, elle était la nôtre. Ne laissait aucune place aux interprétations futiles. Elle était chargée de secrets, de souvenirs partagés, de quelque chose qui dépassait clairement la relation distante entre employeur et employé. Les murmures des invités se transformèrent en un bourdonnement constant, une bande-son d'incrédulité qui emplit la pièce. Personne ne parvenait à saisir pleinement ce que cela signifiait, mais tous étaient certains d'une chose. Clara n'était pas une simple présence secondaire dans la vie de cette famille. Le millionnaire, qui jusque-là avait réussi à conserver l'allure d'un homme élégant et inaccessible, sentit son masque social s'effondrer en un instant. Son corps vacilla comme frappé par une rafale invisible, mais il retrouva rapidement son calme, maintenant sa posture avec le même aplomb qu'il affichait lors de réunions d'affaires à plusieurs millions de dollars. Sauf que maintenant, en lui, plus de feuilles de calcul, de contrats ni de certitudes, il n'y avait qu'une avalanche de questions sans réponse. Il déglutit difficilement, tentant de se reprendre, mais sa voix trahit son insécurité lorsqu'il demanda à nouveau « Waouh, qu'est-ce que tu veux dire par waouh ?» Clara ferma les yeux un instant, semblant se livrer à une lutte silencieuse avec elle-même. Chaque respiration était un conflit entre révéler la vérité et protéger un secret qu'elle portait depuis des années. Le garçon assis à côté d'elle serrait le papier comme un talisman le protégeant au milieu de la tourmente. Son regard, innocent et curieux, passa de son père à Clara, comme s'il assistait à la collision de deux mondes, incertains de celui auquel appartenir. Le décor, autrefois empreint de luxe et d'ostentation, ressemblait désormais à une prison dorée. Les lumières des lustres se reflétaient sur les cristaux, sans que personne ne s'en aperçoive. Les vêtements coûteux des invités étaient devenus insignifiants face au poids de la scène, et pourtant,
Il y avait quelque chose d'hypnotique dans le contraste entre l'éclat superficiel du décor et la profonde obscurité des émotions révélées. Le cerveau humain se nourrit d'incongruités, et voici l'une des plus saisissantes, la vérité la plus crue émergeant du cœur d'un décor conçu pour masquer la fragilité. Le millionnaire prit une grande inspiration et, dans un élan désespéré, s'agenouilla devant son fils. Ce geste si inattendu provoqua des halètements dans l'assistance. Ses genoux touchèrent le sol de marbre et, pour la première fois, cet homme apparemment invincible se retrouva à égalité avec l'enfant qu'il connaissait à peine. Sa main trembla lorsqu'il effleura l'épaule du garçon, comme pour lui demander la permission d'envahir son espace. Ses yeux larmoyants croisèrent ceux de son fils, et pour la première fois depuis longtemps, le millionnaire parla non pas en homme d'affaires, ni en héritier d'une fortune, mais en père. Tu reconnais cette chanson, n'est-ce pas » Le garçon, silencieux, hocha légèrement la tête. Puis, sans prévenir, il se mit à balbutier un mot, pas tout à fait complet, mais suffisamment clair pour que tout le monde le comprenne. « Maman ». On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le millionnaire porta les mains à sa bouche, incapable de retenir les larmes qui finirent par perler. Certains invités se serraient la poitrine d'émotion. D'autres se regardaient avec incrédulité, cherchant à comprendre comment cette simple scène pouvait être plus captivante que n'importe quel discours répété. Clara sentit les larmes couler sur son visage, mais elle ne chercha pas à les cacher. Elle savait que ce moment était inévitable. Pourtant, il y avait une différence entre l'imaginer et le vivre signifiait ouvrir les portes d'un passé qu'elle avait lutté pendant des années pour garder enfoui. Mais maintenant, face au garçon, face à l'homme qui la fixait comme s'il fouillait son âme, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chaque seconde augmentait la pression en elle, comme un barrage sur le point de rompre. Elle regarda le garçon avec tendresse, puis se tourna vers le millionnaire avec fermeté, et dit d'un ton chargé de mystère, « S'il la reconnaît, c'est que cette chanson n'appartient pas seulement à la mémoire de sa mère, elle m'appartient aussi, et la raison est inimaginable. » Les mots flottaient dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore complètement explosé, mais chacun savait qu'elle allait bientôt exploser. C'était le genre de révélation qui réveille les instincts humains les plus profonds, le besoin de combler les lacunes, de comprendre ce qui se cache, de découvrir la pièce manquante du puzzle. Le public présent clignait à peine des yeux, prisonnier d'une tension invisible. Et vous, qui nous regardez maintenant, ressentez probablement la même chose. Le besoin d'entendre la suite de cette histoire, de découvrir ce qui unit véritablement cette femme et le passé de cette famille millionnaire. Parce que ce qui vient ensuite pourrait être encore plus surprenant que tout ce qui a déjà été révélé. Le silence qui s'installa après, les paroles de Clara sembla plus assourdissant que n'importe quel cri. Le millionnaire resta agenouillé devant son fils, incapable de bouger, comme si tous ses muscles étaient paralysés par le choc. Ses mains, qui avaient autrefois serré des fortunes et des contrats de plusieurs millions de dollars, tremblaient maintenant légèrement devant la fragilité d'un enfant qui n'avait prononcé qu'un seul mot, mais qui possédait assez de force pour abattre des murs construits au fil des ans. Le garçon, serrant toujours le papier entre ses doigts, regardait Clara avec une rare assurance, comme si, même sans en comprendre tous les détails, il savait que cette femme détenait des réponses que personne d'autre ne pouvait lui apporter. Les invités commencèrent à s'agiter mal à l'aise. Certains se penchaient les uns vers les autres, murmurant des questions nerveuses, essayant de démêler les fils de cette histoire. D'autres, plus sensibles, laissaient couler leurs larmes, incapables de résister à l'impact de voir un empire s'effondrer, non pas à cause d'un échec financier, mais à cause d'une vérité émotionnelle trop longtemps cachée. Les regards parcouraient la scène tels des spectateurs d'un spectacle tragique, mais personne n'osait intervenir. Ils avaient tous le sentiment d'assister à un événement historique, quelque chose qui allait changer à jamais leur regard sur cet homme puissant et distant. Clara prit une profonde inspiration et son souffle résonna comme un tonnerre dans l'esprit du millionnaire. Il leva les yeux et fixa la servante, scrutant son regard à la recherche d'une quelconque tromperie, mais il ne trouva qu'une détermination silencieuse, mêlée à une douleur qui semblait s'accumuler depuis des années. Une douleur qui n'était pas seulement la sienne, mais imprimée dans chacun des mouvements du garçon. Cette douleur avait un nom, une source, et Clara était sur le point de déchirer le voile qui enveloppait toute la vérité. La servante s'approcha alors, lentement, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre sur le point d'annoncer la bataille finale. La lumière des lustres se reflétait sur son visage, illuminant la larme qui coulait sur sa joue,
mais n'altéra pas la fermeté de son regard. Le garçon tendit la main vers elle, et elle la serra doucement comme si ce contact contenait la promesse silencieuse que, quoi qu'il advienne, elle serait à ses côtés. Le millionnaire observa chaque détail, la façon dont son fils cherchait refuge auprès de cette femme, comme si elle était la seule capable de déchiffrer sa douleur, et la façon dont Clara semblait porter en elle une vérité plus grande que tous les secrets cachés dans cette pièce. Et c'est à ce moment-là, alors que chacun s'attendait à une explication immédiate, que Clara baissa la tête et murmura quelque chose que personne n'entendit. La millionnaire se pencha en avant, essayant de saisir chaque syllabe, mais sa voix s'éteignit dans l'air, comme engloutie par le poids de la révélation qui n'était pas encore prête à éclater. Ce silence délibéré était presque insupportable. Le cerveau humain ne supporte pas les interruptions, et chaque personne présente dans cette pièce, comme vous qui nous regardez, était en proie à une anxiété grandissante, implorant des réponses. Puis, comme dans une scène de cinéma, l'un des invités les plus proches s'avança et rompit la tension. C'était un homme d'âge mûr, associé du millionnaire, dans l'une de ses entreprises. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'important. Il désigna Clara du doigt et murmura « Je l'ai déjà vue, mais pas ici, pas comme servante ». Cette phrase fit l'effet d'une bombe. Tout le monde se tourna vers lui, y compris le millionnaire, qui semblait désormais avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Son esprit s'emballa, cherchant à relier cette déclaration à des souvenirs du passé. Où d'autres Clara aurait-elle pu apparaître dans ce massa? Quel contexte? Et pourquoi cet homme parlait-il avec une telle assurance? Clara, cependant, ne réagit pas avec surprise. Elle ferma les yeux, comme si elle acceptait que le passé ne puisse plus être contenu. Ce léger hochement de tête était une confirmation silencieuse qu'il existait bel et bien une autre histoire, bien plus profonde, à raconter. Et cette histoire ne concernait pas seulement elle et le garçon. Elle impliquait directement le millionnaire, sa défunte épouse, et un secret qui, s'il était révélé, bouleverserait non seulement le présent mais tout l'héritage familial. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer et le public retint son souffle. L'air était raréfié, comme si tout le monde se trouvait sur une haute montagne, sans oxygène. La servante, apparemment invisible, était désormais le centre de l'univers, et chacun savait que chacun de ses mots avait le pouvoir de détruire ou de reconstruire une vie entière. Le fils, lui tenant toujours la main, regardait son père, avec un mélange d'innocence et d'attente, comme s'il allait enfin recevoir la réponse qu'il attendait depuis si longtemps. Et c'est précisément à ce moment-là que la tension devient insoutenable, lorsque le passé frappe bruyamment à la porte, exigeant d'être révélé. Car Clara n'était pas seulement une domestique venue s'occuper d'une luxueuse demeure. Elle était la clé d'un mystère que le millionnaire n'avait jamais voulu affronter, mais qui allait maintenant être révélé au grand jour, sans que retour en arrière possible. La pièce entière semblait figée. On n'entendait plus le tintement des verres, ni le murmure étouffé de la musique en arrière-plan. Seul demeurait un silence pesant. Un silence non pas vide, mais pesant, comme empli d'une attente menaçant d'exploser à tout instant. Clara gardait les yeux fixés au sol, les doigts entrelacés avec ceux du garçon, comme s'il puisait de la force dans chaque petit geste. Le millionnaire la regardait avec une intensité presque douloureuse, incapable de détourner le regard, même sous le poids écrasant de tous ceux présents. C'était comme si deux réalités distinctes se côtoyaient dans cet espace. D'un côté, le faste d'une fête luxueuse, avec lustre doré et vêtements coûteux, de l'autre, la fragilité brute d'une vérité commençant à échapper au silence. Ce contraste était insoutenable. Les invités, habitués à vivre selon les apparences, se retrouvaient désormais face à quelque chose d'inachetable, de voilé ou de contrôlable. La révélation de quelque chose que personne n'osait imaginer. L'associé qui avait parlé plus tôt resta immobile, pointant toujours son doigt, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il disait. Le millionnaire, la gorge sèche, fit un pas en avant. Chaque pas semblait exiger plus de courage que n'importe quelle entreprise risquée qu'il avait jamais entreprise. Sa voix était rauque, mais suffisamment ferme pour briser le silence. « Que voulais-tu dire par là? Où as-tu déjà vu cette femme ?» La question flottait dans l'air comme une lame tranchante. Clara prit une grande inspiration, releva lentement le visage et fixa le millionnaire. Son regard n'exprimait ni peur ni fierté. C'était un regard chargé de souvenirs, de souffrances inexprimées, de vérités qui pesaient plus lourd que n'importe quelle fortune. Avant qu'elle puisse répondre, cependant,
Le garçon la tira doucement par la manche, comme pour lui demander quelque chose. Ses yeux étaient humides, et pour la première fois, devant « tout le monde », il balbutia un mot qui n'était pas une simple articulation inarticulée. « Maman !» L'impact fut dévastateur. Le millionnaire écarquilla les yeux, recula d'un pas et eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Les invités se regardèrent, stupéfaits, certains se couvrant la bouche de leurs mains, d'autres se figeant comme des statues vivantes. Personne n'était préparé à entendre cela de la bouche d'un garçon qui, jusque-là, n'avait jamais adressé la parole à personne. Clara ferma les yeux un instant, comme frappée par une vague géante, mais lorsqu'elle les rouvrit, une fermeté inébranlable les habita. Elle savait que le moment de silence était terminé. Ce qu'il allait dire allait imprégner les murs de la salle et résonner bien au-delà. Mais avant de révéler le moindre détail, il prononça une phrase énigmatique. « Il n'avait pas tort de m'appeler comme ça, mais pas de la manière que tu imagines. » La phrase tomba comme un coup de tonnerre. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer jusqu'à la douleur. Que voulait-elle dire? Qui était, après tout, cette femme qui avait toujours vécu dans l'ombre, qui semblait porter en elle un morceau perdu de l'histoire de sa famille? Et plus troublant encore, pourquoi son propre fils semblait-il la reconnaître comme quelque chose de si proche, de si essentiel? Le silence qui suivit n'était pas vide, il était étouffant. C'était le silence d'un secret, sur le point d'émerger, mais qui demeurait encore, enveloppé de mystère. Un secret capable de redéfinir non seulement la relation entre Clara, le garçon, et le millionnaire, mais aussi de réécrire toute l'histoire de cette famille, tout le souvenir de sa défunte épouse et tout l'héritage qu'il croyait solide comme la pierre. Et c'est précisément à ce moment précis, alors que le cœur du spectateur s'emballe et que son esprit cherche désespérément des réponses, que la scène s'interrompt comme un thriller, car ce que Clara s'apprêtait à révéler n'était pas un simple détail, mais la clé de tout. Une clé qui pouvait ouvrir des portes sur des vérités belles ou dévastatrices, mais une clé que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. L'air dans la pièce semblait plus lourd que jamais, presque imprégné d'une respiration haletante. Le millionnaire se tenait toujours devant Clara, essayant de comprendre ce que son fils venait de dire. Le mot « maman » résonna en lui comme un marteau, brisant les certitudes qu'il avait construites au fil des ans pour survivre à la perte de sa femme. Le garçon, jusque-là muet, avait parlé, et il n'avait pas choisi n'importe quel mot, mais celui qu'il redoutait le plus et qu'il désirait ardemment entendre. Le regard du millionnaire se fixa sur la femme devant lui, comme si chaque trait de son visage recelait des réponses. Clara, quant à elle, gardait le calme de celle qui attendait ce moment avec impatience, même si elle ne l'avait jamais sollicité. Elle prit une grande inspiration, ajusta ses mains sur les épaules du garçon et parla doucement mais suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, et peut-être n'avez-vous jamais voulu la connaître. Les invités frissonnèrent. C'était un affront à ce cercle de pouvoir et de richesse, comme si quelqu'un avait jeté de la boue sur une robe de bal. Mais ce n'était pas une provocation en l'air, c'était un signe avant-coureur. Une vérité se cachait là, et chaque mot semblait allumer des torches, dans les sombres couloirs de la mémoire collective. Le millionnaire, incapable de se contenir, fit un pas en avant, la voix remplie d'émotion et de colère à la fois. « Qu'insinuez-vous? Que ma femme savait pour vous? Qu'il y avait quelque chose entre vous ?» Clara ferma les yeux un instant. Les souvenirs revinrent en force, non pas de sa femme, mais des nuits silencieuses à l'hôpital, lorsqu'elle n'était encore qu'une jeune employée invisible, chargée de nettoyer les couloirs et de servir de l'eau dans des gobelets en plastique. Elle se souvint du regard de la femme du millionnaire, un regard qui n'exprimait pas de supériorité, mais de complicité, car, secrètement, c'était avec Clara qu'elle partageait ses plus profondes angoisses. À l'époque, personne ne prêtait attention à ceux qui servaient, mais Clara savait écouter, et c'est précisément dans cet espace invisible qu'un lien inattendu est né. L'épouse fragile pressentait déjà qu'il ne lui resterait peut-être plus beaucoup de temps et exprimait sa peur de laisser son jeune fils seul au monde. Clara, instinctivement, lui répondit avec affection, comme une sœur, une confidente, ou peut-être quelque chose d'encore plus intime, bien que jamais nommé. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais sa voix resta ferme. « Je suis avec elle depuis quelques jours. Elle m'a demandé quelque chose d'inimaginable. » La salle retenait son souffle. Les mots flottaient dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Le millionnaire se souvint soudain de fragments incompréhensibles. L'insistance de sa femme à garder cette domestique près d'elle, même quand d'autres voulaient qu'elle parte.
les petits mots qui disparaissaient, les regards furtifs pendant le dîner. Sur le moment, il interpréta cela comme de la gratitude. Mais et si c'était plus que cela? Clara regarda le garçon, passa sa main dans ses cheveux et ajouta, avec une intensité qui fit frissonner certains invités, « Elle savait que je serais le seul capable de le faire parler à nouveau. » Le choc fut immédiat. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer, non pas de colère, mais de peur. Car si c'était vrai, cela signifiait que sa femme avait tout prévu. Cela signifiait que la femme devant lui n'était pas une simple servante. Elle était la gardienne d'un secret que même la mort ne pouvait effacer. Le garçon, accroché au bras de Clara, la regardait comme s'il avait enfin trouvé un point d'ancrage au milieu du chaos. Ses yeux larmoyants semblaient en dire plus que n'importe quel mot. Et pour la première fois, le millionnaire se retrouva tiraillé entre deux réalités. La version officielle, parfaite et polie qu'il défendait pour le monde, et cette nouvelle version, humaine, imparfaite, mais bien plus vraie. Les invités étaient sous le choc. Certains murmurèrent des phrases qui s'évanouissaient. « Est-ce possible? Le savait-elle? Ça change tout. » D'autres restaient silencieux, comme s'ils n'osaient pas respirer de peur de manquer un seul détail de ce qui allait suivre. Clara, cependant, n'avait pas encore tout révélé. Elle marqua une pause, comme si elle pesait les conséquences de ce qu'elle allait dire, et lança au millionnaire un regard ferme, presque provocateur. Ce qu'elle me demandait, ce n'était pas seulement que je prenne soin de lui, c'était quelque chose de bien plus important. Et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Quoi de plus merveilleux que de prendre soin de l'enfant d'une femme? Mourante, qu'avait confié l'épouse du millionnaire à Clara dans ces derniers instants qui demeuraient encore un mystère? La réponse ne viendrait pas maintenant, et c'est précisément à ce moment-là que la scène éclate, tel un écran noir avant le prochain épisode d'une série Netflix. Le spectateur a le cœur serré, le souffle coupé, et il ne reste plus qu'à continuer de regarder pour découvrir la vérité qui n'a pas encore été révélée. Le silence qui suivit les derniers mots de Clara fut assourdissant. Il n'y eut ni musique, ni tintement de verre, ni même une respiration haletante. La luxueuse salle de bal, autrefois théâtre d'ostentation et de pouvoir, ressemblait désormais à un tribunal improvisé, et chaque invité présent était à la fois juré et témoin. Tous les regards étaient rivés sur elle, sur celle qui, quelques minutes auparavant, était passée inaperçue, n'étant qu'une simple servante du manoir. Mais à présent, enveloppée du mystère de ce qu'elle venait de révéler, sa silhouette prenait des proportions quasi mythiques. Le millionnaire resta immobile, mais intérieurement son esprit bouillonnait. Qu'aurait pu demander sa femme à cette femme qui était bien plus grande que de prendre soin de leur fils? Son cœur battait irrégulièrement, comme s'il cherchait à accélérer la vérité qui tardait à venir. Et en même temps, il éprouvait de la peur, car une partie de lui savait qu'il n'était pas prêt à entendre ce qui allait arriver. Clara prit une grande inspiration et pour la première fois détourna son regard du garçon pour regarder directement l'homme qui se tenait devant elle. L'intensité de ce regard lui rappela d'un coup sa femme dans ses derniers jours. Non pas sa fragilité, mais un détail qu'il n'avait jamais déchiffré, le regard qu'elle portait sur Clara. Ce n'était pas seulement une assurance professionnelle, ni une gratitude fugace. C'était un regard qui dissimulait un message, comme si une reddition silencieuse se produisait là, devant lui, et qu'il ne parvenait tout simplement pas à interpréter. « Elle m'a demandé, » commença Clara, mais sa voix tremblait, étranglée. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle avait besoin de reprendre des forces pour traverser un pont invisible au-dessus d'un gouffre. « Elle m'a demandé d'être la voix que tu ne pouvais pas être. » Les mots tombèrent comme des grêlons sur le sol de marbre. Le millionnaire frissonna. « La voix que tu ne pouvais pas avoir. » Qu'est-ce que cela signifiait? Clara installa alors le garçon sur ses genoux et continua. « Ces derniers jours, elle m'a dit qu'elle savait que toi, malgré toute ta force et ta rigidité, tu ne pourrais pas lui parler comme un enfant en a besoin. Tu ne pourrais pas entendre la douleur cachée dans chaque silence, dans chaque regard vide. Elle m'a demandé d'être le lien, le pont entre vous deux. » Des larmes commencèrent à couler discrètement sur le visage de l'homme. Non pas qu'il se sentît diminué, mais parce qu'à cet instant, il prit conscience de l'ampleur de sa propre prison émotionnelle. Il avait toujours cru qu'être physiquement présent suffisait, que donner était synonyme d'amour. Mais son fils, muet, avait toujours eu besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait donner, mais que, apparemment, sa femme avait su anticiper. Les invités étaient paralysés, certains se touchant discrètement les yeux comme pour retenir leurs larmes, car ce qui se passait là-bas
dépassait la vie du millionnaire et de sa servante. C'était un cruel miroir pour tous ceux qui ont perdu un être cher et qui portent en eux une culpabilité qu'ils n'ont jamais osé admettre. Et puis, comme si l'univers conspirait pour rendre l'instant encore plus dramatique, le garçon leva une main tremblante et toucha le visage de son père. Il ne dit rien. Mais ce geste, simple et modeste, fut plus dévastateur que n'importe quel discours. L'homme tomba à genoux, prit la main de son fils et, pour la première fois, laissa échapper un sanglot sonore, sans honte, sans masque. Clara observait la scène le cœur lourd. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à dire, beaucoup à révéler, mais ce n'était pas le moment de tout dévoiler. Elle avait besoin de laisser le lien entre le père et le fils s'exprimer, de laisser l'espace s'emplir d'une émotion pure et muette. Pourtant, quelque chose dans sa posture laissait deviner un poids qu'elle portait encore, un secret qui n'avait pas encore été révélé. Et c'était peut-être la vraie raison pour laquelle sa voix tremblait, car la requête de la femme du millionnaire allait au-delà d'un simple pont. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus troublant, qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'avouer. Le millionnaire, submergé par l'émotion, s'en rendit compte. Il leva ses yeux humides et croisa ceux de Clara. « Ce n'est pas seulement ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix se brisant entre deux sanglots. Elle ne répondit pas. Elle resta silencieuse, serrant le garçon contre elle. Ce silence, plus que toute parole, attisa la curiosité de tous. Que restait-il caché? Pourquoi Clara hésitait-elle à le révéler? À ce stade, le public qui regarde la vidéo n'est plus un simple spectateur. On se sent partie prenante de la scène, comme si on était là parmi les invités, attendant avec impatience la prochaine révélation. Le cerveau, guidé par les neurosciences de la curiosité, ne permet pas de détourner son attention, car il est impossible de ne pas vouloir découvrir ce que Clara nous réserve encore. Et comme un épisode magistral d'une série Netflix, la scène se termine par ce silence rempli de promesses non dites, laissant flotter dans l'air la certitude que quelque chose d'encore plus grand est sur le point d'émerger. La salle semblait suspendue dans le temps, comme si chaque seconde s'étirait jusqu'à devenir insupportable. Clara, immobile, serrait le garçon contre sa poitrine, et le silence qui émanait d'elle n'était pas seulement une absence de mots, mais un cri étouffé, lourd de sens que chacun pouvait ressentir sans comprendre. Le millionnaire était toujours agenouillé, le visage baigné de larmes qu'il ne parvenait plus à contrôler, mais son regard, désormais alerte, captait quelque chose qui allait au-delà de l'émotion. Il y avait dans le souffle tremblant de Clara, dans sa façon de pincer les lèvres et de détourner le regard, la certitude qu'un secret brûlait en elle, implorant d'être révélé, et en même temps, étouffé par la peur des conséquences. Les invités échangèrent un regard, certains risquèrent des murmures, mais leur propre gêne les bloqua. Après tout, qui oserait interrompre une scène aussi intime, si chargée de douleur et de révélation? Pourtant, la tension était palpable. Les gens voulaient savoir. Ils avaient besoin de savoir. Le cerveau humain, confronté à un tel manque d'informations, refuse de s'arrêter à mi-chemin. Il réclame la conclusion, la pièce manquante du puzzle, et Clara, sans un mot, était déjà devenue la gardienne de quelque chose que tout le monde, y compris son père, désirait ardemment découvrir. Le millionnaire se leva lentement, avec la solennité de quelqu'un qui se présente devant un juge. Il s'approcha de Clara, tendant ses mains tremblantes vers son fils, mais aussi vers elle. « Tu caches quelque chose, n'est-ce pas ?» Sa voix était étranglée, presque comme une supplication. Clara cligna rapidement des yeux, essayant de retenir les larmes qui menacèrent de couler. Le garçon dans ses bras regarda tour à tour son père et elle, comme s'il attendait lui aussi une réponse qu'il pressentait sans parvenir à exprimer. L'atmosphère devint insupportablement chargée, comme si l'air était chargé d'électricité sur le point d'exploser en étincelles. Et puis, elle prit une grande inspiration et laissa échapper « Ta femme, elle m'a demandé de te dire la vérité quand tu serais prêt. » Ces mots, prononcés dans l'espace, résonnèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ils ne disaient rien de concret, mais ils disaient tout, car en les entendant, chacun comprit qu'il existait une vérité cachée, une vérité précieusement gardée par la défunte, transmise à Clara comme un testament secret. Le millionnaire sentit ses jambes faiblir. Il recula d'un pas, les yeux exorbités par le choc. « La vérité ?» répéta-t-il, presque en transe. « Quelle vérité ?» Clara, cependant, ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux, caressa les cheveux humides de l'enfant, son expression oscillant entre courage et terreur. Les invités se penchèrent discrètement en avant, comme si cela pouvait les rapprocher de la révélation. Mais rien ne vint.
Le silence prolongé était une torture, et précisément pour cette raison inévitable. À cet instant, même le garçon réagit. Il serra ses petits doigts sur les épaules de Clara et fixa son père. C'était un geste simple, mais porteur d'une symbolique presque prophétique, comme si l'enfant exprimait sans un mot qu'il était las de vivre dans le silence et qu'il avait besoin de la vérité pour enfin se libérer. La caméra invisible de l'imagination pouvait zoomer sur le visage de Clara à cet instant. Ses yeux étaient humides, ses cils collés par des larmes retenues, sa respiration tremblante comme si chaque seconde était un combat intérieur. Elle voulait parler, elle avait besoin de parler, mais quelque chose la retenait. Était-ce une promesse? Était-ce la peur? Ou était-ce la certitude qu'en ouvrant la bouche, le monde de ce garçon changerait à jamais? Le millionnaire, incapable de supporter l'attente, murmura presque comme pour supplier « S'il vous plaît, ne me laissez pas dans le noir ». Les mots résonnèrent sur les murs dorés de la salle de bal. Les invités déglutirent avec difficulté. Certains s'étreignirent discrètement, comme pour se réconforter face à l'intensité émotionnelle de ce moment, car ils savaient que quelle que soit la vérité que Clara détenait, elle aurait le pouvoir de transformer non seulement cette famille, mais aussi la perception qu'avait chacun de ce qui s'était réellement passé avant la mort de sa femme. Et c'est alors que Clara leva les yeux fixés sur le millionnaire, prête à le percer d'une révélation inattendue. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, le garçon, pour la première fois depuis le départ de sa mère, émit un son. Ce n'était pas un mot complet, ce n'était pas un discours, mais un murmure, une simple syllabe, comme s'il essayait d'appeler quelqu'un ou de répéter quelque chose qu'il avait entendu en secret. La salle entière retint son souffle. Son père se plaqua la main sur la bouche, son cœur faillit s'arrêter. Clara se figea, sachant exactement ce que ce bruit signifiait. C'était le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle confession qu'elle pourrait faire. Et c'est à ce moment-là, alors que le son résonne encore et que les yeux désespérés tentent d'en déchiffrer le sens, que la scène est suspendue, laissant tout le monde, y compris ceux qui regardent, sur le bord de leur siège, incapables de s'arrêter là. Le son qui s'échappa de la bouche du garçon n'en était pas un. Il était rauque, comme s'il avait brisé des barrières invisibles qu'il avait réduit au silence pendant des mois. Une seule syllabe, faible, presque imperceptible, mais chargée d'une force irrésistible. Le millionnaire s'immobilisa instantanément, comme électrocuté. Son expression changea, du désespoir à l'incrédulité, de l'incrédulité à un espoir si fragile qu'il semblait prêt à se briser au moindre souffle. Clara, le serrant toujours fort, se figea à son tour. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes, non seulement de surprise, mais aussi parce qu'elle comprenait le poids de cet instant. C'était plus qu'un bruit. C'était une clé ouvrant une porte que chacun croyait verrouillée à jamais. Le garçon avait rompu son propre silence. Le cœur de ceux qui regardaient, même sans connaître toute l'histoire, en ressentait l'ampleur. Les invités, auparavant agités, se tenaient maintenant immobiles, leurs verres suspendus dans le vide, le souffle court, le regard fixé sur la scène. Chacun savait qu'il assistait à un spectacle inoubliable, comme si le temps avait décidé de s'arrêter pour assister à cet instant. C'était comme assister à une pièce de théâtre où le public oublie qu'il est dans le monde réel. Le père, s'agenouillant à nouveau devant son fils, laissa échapper un murmure. « Tu as parlé ». Sa voix tremblait plus que son corps. Ce n'était pas une question à laquelle il fallait répondre, c'était un choc, une explosion émotionnelle, pleine de douleur, de regret et d'amour. Il tendit les mains avec hésitation, comme s'il craignait qu'un geste soudain n'efface le miracle dont il venait d'être témoin. Le garçon cligna des yeux à plusieurs reprises, ses yeux larmoyants reflétant la lumière dorée des lustres, et tenta de répéter. Sa bouche s'ouvrit lentement, ses lèvres tremblantes, mais cette fois rien ne sortit. Seul un léger filet d'air, mêlé à un sanglot étouffé, suffisait à déclencher un nouveau tremblement de terre émotionnel chez tous les présents. Clara le serra plus fort, comme quelqu'un qui protège quelque chose de trop précieux pour le perdre. Elle savait mieux que quiconque que ce n'était pas le fruit du hasard. Ce petit éclat de voix n'était ni une erreur, ni un hasard neurologique. C'était le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait peut-être un lien direct avec ce qu'elle n'avait pas encore révélé. Le millionnaire se passa les mains sur le visage, essayant d'essuyer les larmes qui montaient, mais son geste fut vain. Il était brisé et pourtant reconstruit en un instant. Il regarda Clara avec un mélange de désespoir et de gratitude. « Comment » demanda-t-il, incapable de donner plus de détails. « Pourquoi maintenant »
Clara se mordit la lèvre. Son silence n'était plus seulement une résistance, c'était aussi une protection. Il y avait des promesses faites, des mots prononcés par la mère du garçon dans ces derniers jours, des secrets qu'il ne fallait pas jeter aux orties. La confession qu'elle portait sur ses épaules était comme une flamme. Elle pouvait réchauffer mais aussi tout embraser. Les regards se multiplièrent sur elle. C'était comme être sous les projecteurs d'une scène avec des centaines d'yeux attendant sa parole, sachant que le cours de l'histoire dépendait d'elle. Le poids psychologique était écrasant. Et pourtant Clara ne cédait pas. Ses mains tremblaient, mais sa posture restait ferme. Le millionnaire tenta de l'approcher à nouveau. Cette fois, non pas avec la même urgence, mais avec un respect silencieux, comme s'il comprenait que Clara détenait une vérité qu'il fallait respecter, même si cela lui faisait mal. Il posa la main sur son épaule, et l'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent à un niveau plus profond. Ils n'étaient plus un patron et une bonne, plus seulement deux adultes face à un enfant. Ils étaient complices d'une énigme qui liait leurs âmes par des fils invisibles. Et c'est dans ce regard que quelque chose se brisa en Clara. Car soudain, le garçon, toujours dans ses bras, saisit la main de son père de ses petits doigts fragiles. Le geste simple avait la force d'une tempête. C'était la première fois depuis la mort de sa mère que son fils établissait un lien aussi clair et explicite entre lui et son père. Les larmes du millionnaire se transformèrent en sanglots. Il embrassa la main de son fils à plusieurs reprises, comme pour rattraper le temps perdu en quelques secondes. Les invités pleurèrent en silence, certains essayant de cacher leurs larmes, d'autres les laissant couler sans vergogne. Mais le plus frappant fut ce qui se passa ensuite. Le garçon, toujours muet, pointa son doigt vers la poitrine de Clara. Son geste était sans aucun doute, sans hésitation. C'était comme si, instinctivement, il révélait un lien plus profond entre elle et la promesse de sa mère. Un lien que personne encore ne comprenait pleinement. Et à cet instant, tout le monde comprit que le miracle ne résidait pas seulement dans le son qui s'était échappé des lèvres du garçon. Le véritable mystère résidait dans la raison pour laquelle cela s'était produit à cet instant précis, en présence de Clara, devant tout le monde. La salle entière attendait, essoufflée, la réponse qui n'était toujours pas venue. Car chacun savait que la clé de cette énigme ne se trouvait pas chez le père, elle se trouvait chez Clara. Les petits doigts du garçon restèrent pointés vers Clara, comme si ce geste avait un poids qu'il ne comprenait pas lui-même, mais que tous les présents ressentaient. Il fallut quelques secondes au millionnaire pour en comprendre la signification. Son regard oscilla entre l'enfant et la femme, comme s'il cherchait à déchiffrer un code secret soudain révélé en plein jour. Une rare fermeté se lisait dans les pupilles du garçon, impossible à ignorer. C'était comme s'il disait sans un mot « Elle est la réponse que vous cherchez ». Le silence qui emplissait la pièce était presque insupportable. Personne n'osait l'interrompre, personne n'osait même bouger. Chaque respiration semblait un bruit insignifiant face à ce qui se passait. Clara, cependant, semblait paralysée. Son visage, autrefois ferme, laissait maintenant apparaître des fissures d'émotion qui menaçaient de s'échapper à tout instant. Ce n'étaient pas des larmes ordinaires, des larmes qui transportaient des années de souvenirs, des promesses cachées et des choix difficiles. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler, mais son propre corps la trahissait. Ses épaules tremblaient, ses yeux clignaient trop vite, comme si elle cherchait une échappatoire invisible. Le millionnaire, agenouillé, tenait toujours fermement la main de son fils, mais il cherchait désormais en Clara, non, seulement de la gratitude, mais des réponses. « Que sais-tu » murmura-t-il d'une voix basse et rauque, comme s'il craignait que la question soit trop forte pour le poids qu'il portait. Clara baissa les yeux, incapable de regarder le père et le fils en même temps. Et à cet instant, le cœur de ceux qui l'observaient battit avec le sien, car le sentiment était clair. Quelque chose d'énorme allait se révéler, mais résistait encore. C'était comme se tenir devant une porte verrouillée, la clé déjà dans la serrure, mais quelqu'un s'obstinant à la maintenir fermée. Les invités qui avaient jusque-là observé la scène commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des regards nerveux. Il était clair que cette scène n'était pas seulement le drame intime d'une famille riche, c'était une intrigue qui impliquait soudain tous les présents, les forçant à réfléchir à leurs propres secrets, aux masques qu'ils arboraient lors des fêtes fastueuses pour dissimuler leur vulnérabilité. Clara releva enfin le visage. Son regard était humide mais fixe, et lorsqu'elle ouvrit la bouche, elle ne dit pas ce que tout le monde attendait. Elle murmura simplement le nom de la mère du garçon,
presque comme une prière, un nom chargé de poids et de souvenirs. Le son résonna dans la pièce comme interdit, comme s'il avait traversé le temps et était revenu reprendre sa place. Les yeux du millionnaire s'écarquillèrent, sentant le sol se dérober sous ses pieds. En entendant le nom de sa mère, l'enfant trembla dans les bras de Clara. C'était comme si le son avait traversé une barrière invisible, réveillant quelque chose de dormant en lui. Les yeux du garçon s'emplirent de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, son corps ne semblait plus figé dans le silence. Il se tourna vers Clara, appuyant son front contre le sien, comme s'il avait enfin trouvé un lieu d'appartenance. Le millionnaire posa la main sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer presque douloureusement. C'était plus qu'une coïncidence. C'était une révélation voilée. Mais quel lien Clara avait-elle avec le souvenir de la femme qu'il avait perdue? Pourquoi, parmi tous les êtres au monde, était-elle celle qui pouvait percer le silence de son fils? Le poids de cette question flottait dans l'air comme une épaisse fumée. Personne n'osait répondre. Personne n'osait même respirer profondément, car chacun savait que, dans l'instant suivant, quelque chose allait être révélé, quelque chose qui pourrait transformer cette tragédie en rédemption, ou la plonger dans un abîme encore plus profond. Et c'est précisément à ce seuil, entre le silence et les mots, entre la mémoire et la révélation, que la scène s'est arrêtée dans le cœur de tous ceux qui regardaient, comme si le temps décidait de retenir son souffle avec eux, attendant le prochain mouvement qui pourrait tout changer. La salle entière semblait vibrer au rythme de Clara, comme si chaque personne présente avait été transportée dans ce moment intime et irréversible. Le son de la musique avait cessé d'envahir la pièce. Seuls résonnaient désormais les battements rapides des cœurs agités, la tension invisible qui immobilisait chacun, craignant qu'un mouvement soudain ne brise le charme de la scène. Clara tenait toujours l'enfant dans ses bras, et leur proximité créait une image inoubliable. C'était comme si le garçon avait retrouvé un fragment perdu de sa mère, et comme si Clara avait été choisie pour occuper un espace jusque-là intouchable. Ses petites mains agrippèrent le simple tissu de ses vêtements, un geste presque désespéré, mais pourtant empreint de confiance. C'était une sorte d'abandon que seuls les enfants peuvent offrir, né d'un instinct plus profond que la logique, plus vrai que les mots. Le millionnaire observait, incapable d'intervenir, et dans ses yeux se mêlaient les souvenirs d'une vie brisée, le jour où il avait perdu sa femme. Voir son fils réagir ainsi, après des mois de silence absolu, était un miracle devant ses yeux. Mais les miracles s'accompagnent souvent de questions, et c'était celle-ci qui le tourmentait le plus. Pourquoi, parmi tous, était-ce Clara qui avait réussi à briser la barrière de la douleur que ni lui, ni les médecins, ni les psychologues n'avaient pu franchir? Les invités se regardèrent, incapables de dissimuler leur étonnement et leur curiosité. Certains étaient émus, d'autres froncèrent les sourcils, cherchant à deviner ce qui se cachait derrière ce lien inexplicable. Pour eux, Clara n'était qu'une employée invisible, une employée qui passait inaperçue, nettoyant les couloirs ou servant des boissons. Pourtant, au centre de la salle, illuminée par des lustres en cristal, elle devenait la protagoniste d'une histoire plus vaste que quiconque, comme si les projecteurs de la vie avaient décidé d'illuminer la vérité, mais seulement par fragments, afin que personne ne puisse la détourner du regard. Le millionnaire fit un pas hésitant, comme s'il s'approchait d'un secret capable à la fois de guérir et de détruire. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il craignait d'entendre la réponse qui commençait déjà à se former dans son esprit. « Qui es-tu, vraiment ?» La question flottait dans l'air, transperçant les regards, les murmures étouffés, et se posa sur Clara avec un poids écrasant. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait du courage dans le silence, et lorsqu'elle les rouvrit, il y avait en eux une décision que chacun percevait sans qu'elle soit prononcée à voix haute. Le garçon, toujours appuyé contre elle, resserra sa prise sur sa main, comme si connaître la réponse pouvait changer non seulement l'histoire de son père, mais aussi la sienne. Les secondes qui suivirent semblèrent une éternité. La pièce luxueusement aménagée parut se rétrécir devant la simplicité de la scène. Un père, un fils et une femme, dont le passé persistait dans l'ombre, mais qui était maintenant appelé à la lumière. Clara prit une profonde inspiration et ouvrit la bouche pour dire quelque chose que personne ne s'attendait à entendre. Mais avant même d'avoir pu prononcer le premier mot, le garçon leva ses yeux remplis de larmes et balbutia une courte phrase, presque un murmure, qui résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre retenu. C'est dans ce mélange de silence et de révélation, sur le point d'exploser, que chacun a réalisé que plus rien ne serait jamais comme avant. Le garçon leva le visage.
Et la courte phrase qui en sortit, dure et claire, sembla transpercer la pièce comme une lame émoussée. Au piano. Ce n'était ni un cri, ni une requête. On aurait dit quelqu'un reconnaissant un vieux chemin dans un endroit inconnu. Le millionnaire se leva presque chancelant, comme si ses jambes n'avaient pas reçu l'avertissement qu'il était temps de marcher. Le piano à queue, noir et impeccable, reposait à l'ombre d'un lustre, un monument à l'absence. C'était l'instrument de sa mère. Personne n'avait osé en jouer depuis la veillée funèbre. Son père se tenait devant lui, les mains suspendues, et c'est seulement alors qu'il réalisa qu'il tremblait, non pas de peur de manquer une touche, mais du risque de découvrir quelque chose qui désorganiserait tout ce qu'il parvenait encore à maintenir en lui. Clara arriva, le garçon dans les bras, d'un pas lent et silencieux. Le vernis du sol reflétait leur silhouette tel un lac sombre. Le père souleva le couvercle du tabouret et, dans un léger craquement, le bois céda. À l'intérieur, recouvert d'une fine couche de poussière et de 3 vieux programmes de concert, se trouvait une petite boîte en velours bleu délavé, ornée d'un ruban de satin presque blanc par le temps. Le garçon tendit sa petite main et toucha l'archet. Il ne tira pas. Il posa simplement ses doigts dessus, comme si le simple fait de toucher pouvait l'ouvrir. Le millionnaire défit l'archet. Le ruban glissa dans un bruit sec, presque un soupir. La petite boîte contenait une flûte en bois, 2 barrettes à cheveux en forme d'étoile et une enveloppe non timbrée, pliée avec précision. Il n'y avait pas de parfum, mais le papier avait l'odeur d'un vieux tiroir, cellulose, poussière douce, le souvenir de quelque chose qui n'existe plus. Son nom était écrit à la main, ni monsieur, ni homme d'affaires, mais le nom de famille que seule sa femme utilisait les dimanches de relâche. L'écriture, légèrement penchée, exprimait la force fragile de quelqu'un qui écrit à bout de souffle. Il ne la lut pas encore. Il tenait l'enveloppe, ferma les yeux et appuya son front contre le bois noir du piano comme s'il demandait pardon à un autel. Le garçon, d'un sérieux minuscule et ancien, appuya son front contre le sien. La scène ajustait 2 respirations à la même cadence, comme si le cœur de l'un apprenait à l'autre à mesurer le temps. Clara ne bougea pas. Son visage trahissait une lutte vaine pour cacher ce qui était déjà visible. Des souvenirs qui montaient comme l'eau et exigèrent d'être libérés. Papa souleva l'enveloppe juste assez pour en voir le pli. À l'intérieur, il distinguait une autre feuille de papier, plus petite, et un objet fin qui produisait un bruit métallique contre le papier. Il passa son pouce sur le rabat, hésita et pendant ce bref silence, le garçon murmura de nouveau, cette fois avec un mot qui résonna pleinement, quoique d'une voix pâteuse. « Chante !» Ce n'était pas un ordre, c'était une clé. Papa comprit, peut-être pour la première fois de sa vie, que ce n'était pas lui qui contrôlait cet instant. Clara inspira lentement. La même mélodie qu'elle avait utilisée pour briser la glace du silence revint, calme, mais claire, comme si elle avait été enregistrée dans l'air. 4 notes simples, une pause qui ne nécessite pas d'applaudissements, un retour réconfortant. Le garçon posa la tête sur son épaule, les yeux ouverts, comme s'il observait de l'intérieur quelque chose dont il se souvient. Sans le savoir, le millionnaire ouvrit l'enveloppe. Le papier gazouilla doucement. Il n'y avait pas de longs paragraphes, seulement des phrases courtes, écrites avec la sobriété de quelqu'un qui économise son souffle. S'il est silencieux, cherche la chanson. Si tu ne la trouves pas, appelle quelqu'un qui sait écouter. Elle connaît le rythme de mon cœur. Et, en dessous, un nom. Clara. Ce n'était pas une signature définitive. C'était un signe. C'était une instruction. La pièce changea, non pas parce que la lumière s'alluma, mais parce que l'obscurité se fit plus discrète. Le père s'appuya contre le bord du piano, comme quelqu'un qui regagne le rivage après avoir nagé trop loin. Il regarda à nouveau le journal, tourna la 2e page. Il y avait l'écriture qu'il connaissait grâce aux listes de courses, aux notes sur le miroir, aux notes laissées dans la poche de sa veste. Si notre fils dit « au piano », il reste un dernier document à ouvrir. Pas seul. La phrase « se » terminait par un grattement, comme si l'écriture avait été interrompue par une toux ou une douleur. Le bord de la page portait un tampon de laboratoire, une date d'hospitalisation, la fin des temps. Le garçon désigna le dessous du piano, un côté à peine visible. Son père s'agenouilla. Il y avait une vis tordue, presque cachée par le vernis brillant. Un compartiment. Ce ne serait pas exagéré. Les vieilles maisons recèlent les caprices des charpentiers et les secrets de famille. Il tâtonna, trouva un renfoncement et appuya. Un petit panneau céda vers l'intérieur avec un léger clic. Derrière, un étroit tube de feutre et, blotti comme un eau long,
un fin cylindre métallique de la taille d'un stylo, un enregistreur. La sphère dans la poitrine de son père se gonfla sous le choc. Il appuya sur le bouton sans réfléchir. L'appareil ne s'allumait pas. Pile morte. La réalité des choses simples interrompt parfois les miracles par la grossièreté des objets. Clara fit un pas en avant, tendant la main comme pour demander la permission sans le dire. Elle sortit un vieux câble de son petit sac, geste pratique de quelqu'un qui porte des outils, de quelqu'un qui sait que les grandes maisons cachent un héritage ancestral, et l'inséra dans un port latéral du piano que personne n'avait remarqué. L'ingénieur du son de l'entreprise de son père, invité de marque, s'avança. Il ne demanda rien, se contentant de proposer un adaptateur sorti de la poche de son costume. Soudain, tout se compléta. L'enregistreur s'alluma, émettant une faible lumière brun rougeâtre, et le sifflement d'une vieille cassette emplit l'air avant même toute voix. Le millionnaire pinça les lèvres. Le garçon serra fermement le poignet de Clara. La salle cessa d'être une salle. Elle devint une oreille. La voix était faible, avec le timbre de quelqu'un qui parle doucement pour ne pas gaspiller ce qui lui reste. C'était la mère. Aucun doute, ni pour le père ni pour le fils, qui n'avait plus jamais entendu cette musique de mots. Si tu m'écoutes, c'est que j'ai atteint un point où je pensais ne plus jamais arriver. Je ne veux pas que quiconque me retienne dans la formalité du souvenir. Je veux qu'on me maintienne là où j'étais vivant, dans le son du piano, dans l'odeur du gâteau qui cuit, dans la chanson qui quitte la maison en respirant lentement. Un rire bref, presque rien. S'il se tait, ne blâme pas le silence. Le silence est chez lui. Celui qui ne sait pas entrer sans frapper effraie les murs. Le millionnaire inspira comme s'il remontait à la surface. L'enregistrement continua. Je me suis promis de ne pas vous laisser seul, même sans corps. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui m'a écouté, alors que je ne savais même pas parler. Clara. Le nom sortit avec la délicatesse de quelqu'un qui présente quelqu'un qui a déjà sa place. Elle n'est pas venue pour occuper. Elle est venue pour appeler, pour dire ce que tu ne sais pas dire, pour entendre ce qu'il ne sait pas. Dire, un bref silence, une toux contenue, l'enregistrement héritant de la lassitude ambiante. Si un jour il dit au piano, il y a une enveloppe pour vous trois. Ouvrez-la ensemble. Si vous avez essayé et que ça n'a pas marché, continuez. Continuez. C'est aussi aimer. Le père chercha du regard comme si le ruban adhésif indiquait l'emplacement de ce qu'il demandait. Le garçon le savait déjà. Il désigna le dossier du tabouret, à l'intérieur, où le tissu du dessous formait une pochette. Lâche. Le tissu se déchira avec un bruit de déchirure. Là, maintenue par un vieux ruban adhésif beige, se trouvait une enveloppe plus épaisse, sans nom sur le devant. Il ouvrit délicatement le couvercle. À l'intérieur, 3 choses. Une petite photo, sa mère dans un couloir d'hôpital, sourit à l'objectif et embrasse Clara, tous deux en tablier, le regard fatigué et chaleureux. Une simple bague en argent, avec une inscription à l'intérieur, non pas romantique, mais pratique. Quand ta voix te manque, et une lettre bordée de bleu écrite par 3 mains, elle commença par l'écriture de sa femme, puis passa à une seconde, plus ferme, celle de Clara, reconnaissable maintenant, et à la fin, laissa une ligne blanche avec 3 initiales dessinées au crayon, attendant leur tour. Le millionnaire sentit le monde basculer sur son axe et menacé de tourner. Il lut les 2 premières lignes en silence, le regard perdu, sans entendre aucun son. C'étaient des instructions sans liturgie. Comment reconnaître la peur du garçon? Comment ne pas prendre un retrait pour un refus? Comment utiliser la musique comme un couloir entre 2 pièces? La 3e ligne décrivait ce qu'il fallait faire lorsque la maison semblait trop grande. Construire des cabanes avec des draps, projeter des ombres à la lumière d'une lampe, transformer le piano en bateau. Le père mordit le coin du papier pour ne pas crier. Il ne savait pas ces choses-là. Il ne les savait jamais. Le garçon posa la tête sur son bras comme pour dire « On apprend ». L'enregistreur siffla de nouveau. « Tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Ta force s'épuise quand tu essaies de prouver le contraire. Fais voir au garçon que tu trébuches. Un enfant fait confiance à ceux qui tombent et se relève avant eux. » Le millionnaire ferma les yeux une seconde et se revit, enfin humain, la cravate dénouée à 15 heures, les cheveux en bataille pour une pizza le samedi, son rire facile revenant à la maison. L'enregistrement continua. « Et si ça te va, garde Clara près de toi. Elle est à la maison aussi. Elle m'a rencontré là où personne ne me voyait, quand je n'étais ni épouse ni mère, quand j'étais juste quelqu'un qui avait besoin d'être entendu. La pièce ne pleurait pas. Elle existait. Et exister parfois c'est le contraire de se cacher. Une brise légère traversa le haut rideau, juste assez pour nous rappeler qu'en dehors de la vie de cette famille, la ville continuait.
À l'intérieur, le temps avait une densité différente. Le père retourna la photo où au stylo bleu était écrit « Deux oreilles font un chemin ». La phrase semblait trop simple pour supporter une telle douleur, et c'est précisément pour cette raison qu'elle était vraie. Clara fixa l'image une seconde, puis la lui remit respectueusement dans les mains. Ses pupilles avaient la couleur exacte de quelqu'un qui ne dort pas la bonne nuit et pourtant se réveille pour ceux qui en ont besoin. Le garçon sortit la bague, de l'écrin avec la délicatesse de quelqu'un qui apprend un nouveau rituel. Il essaya de la passer au doigt de son père, mais celui-ci recula d'1 millimètre, non pas par refus, mais par gêne, devant cette scène de théâtre intime en public. Il remit la bague au doigt de son fils où elle s'insérait comme un grand anneau. Le garçon rit doucement, un rire haletant et édenté, et cela suffisit à chasser l'air. La ligne blanche demeurait, le papier attendait, le ruban crépita soudain, et la voix de sa mère revint plus lointaine, comme si elle parlait de l'autre côté d'une porte close. Si vous êtes ensemble, signez, pas comme si vous terminiez une histoire, comme si vous l'ouvriez. Son père chercha un stylo, n'importe lequel, mais il refusa celui de sa poche de costume. Il avait trop de cet homme qui résout le monde avec des chiffres. Un serveur lui tendit, sans théâtralité, un stylo simple, transparent, à l'encre bleue. Son père le prit. Sa main tremblait légèrement, mais suffisamment pour esquisser un geste humain. Il écrivit la première initiale. Il s'arrêta. Le garçon tenait le stylo par le milieu, les doigts tachés d'encre comme lors d'un improbable baptême, et tira une lettre tordue sur le côté, illisible, mais présente. Une signature voilée. La troisième manquait. Clara n'avança pas. Son corps bougea, son pied bloqué. Il y avait une décennie de vie contenue dans ce pas qui ne rentrait pas dans la lettre. Le millionnaire leva la plume vers elle. Non pas comme une offre silencieuse, ni comme une imposition, comme une invitation d'un adulte qui apprend. Le garçon tourna la tête et la regarda, ne demandant rien qu'elle n'ait déjà donné. La pièce, jusque-là jugeante, fit place à un geste sans nom, car les noms repoussent parfois ce qui n'arrive que lorsqu'on ne les nomme pas. L'enregistreur, toujours en marche, laissa échapper un dernier court morceau auquel personne ne s'attendait. 2 voix féminines sans paroles définies, soprano et contralto, échauffant la gamme dans un couloir d'hôpital, un rire gêné, une tentative d'harmonie, la même mélodie que la maison. 2 voix se rencontrant là où personne n'applaudit. Le père réalisa qu'il reconnaissait ce rire. Ce n'était pas celui de sa femme, c'était celui de Clara, plus jeune, plus légère, avec le courage retrouvé de quelqu'un qui trouve dans ce coin un moyen de s'exprimer. Le garçon ferma les yeux et hocha la tête au bon moment. Le monde entier s'accordait à ce rythme. Le stylo resta en l'air, implorant son atterrissage. Clara leva enfin la main. Le métal toucha le papier, froid et docile. La pointe traça la première courbe de la lettre. Le trait serait simple, mais pas superficiel. Il jaillirait de l'endroit précis où la promesse rencontre le possible. Et au moment où le trait commençait, l'horloge du salon sonna 9h15, non pas pour marquer la fin, mais pour avertir que, désormais, le temps dans cette maison ne serait plus mesuré uniquement par les aiguilles. Le garçon leva le visage, et la courte phrase qui en sortit, dure et claire, sembla transpercer la pièce comme une lame émoussée, au piano. Ce n'était ni un cri ni une requête. On aurait dit quelqu'un reconnaissant un vieux chemin dans un endroit inconnu. Le millionnaire se leva, presque chancelant comme si ses jambes n'avaient pas reçu l'avertissement qu'il était temps de marcher. Le piano à queue noire et impeccable reposait à l'ombre d'un lustre, un monument à l'absence. C'était l'instrument de sa mère. Personne n'avait osé en jouer depuis la veillée funèbre. Son père se tenait devant lui, les mains suspendues, et c'est seulement alors qu'il réalisa qu'il tremblait, non pas de peur de manquer une touche, mais du risque de découvrir quelque chose qui désorganiserait tout ce qu'il parvenait encore à maintenir en lui. Clara arriva, le garçon dans les bras, d'un pas lent et silencieux. Le vernis du sol reflétait leur silhouette, tel un lac sombre. Le père souleva le couvercle du tabouret et dans un léger craquement, le bois céda. À l'intérieur, recouvert d'une fine couche de poussière et de 3 vieux programmes de concert, se trouvait une petite boîte en velours bleu délavé, ornée d'un ruban de satin presque blanc par le temps. Le garçon tendit sa petite main et toucha l'archet. Il ne tira pas. Il posa simplement ses doigts dessus, comme si le simple fait de toucher pouvait l'ouvrir. Le millionnaire défit l'archet. Le ruban glissa dans un bruit sec, presque un soupir. La petite boîte contenait une flûte en bois, 2 barrettes à cheveux en forme d'étoile
et une enveloppe non timbrée, pliée avec précision. Il n'y avait pas de parfum, mais le papier avait l'odeur d'un vieux tiroir, cellulose, poussière douce, le souvenir de quelque chose qui n'existe plus. Son nom était écrit à la main, ni monsieur, ni homme d'affaires, mais le nom de famille que seule sa femme utilisait les dimanches de relâche. L'écriture, légèrement penchée, exprimait la force fragile de quelqu'un qui écrit à bout de souffle. Il ne la lut pas. Pas encore. Il tenait l'enveloppe, ferma les yeux et appuya son front contre le bois noir du piano, comme s'il demandait pardon à un autel. Le garçon, d'un sérieux minuscule et ancien, appuya son front contre le sien. La scène ajustait 2 respirations à la même cadence, comme si le cœur de l'un apprenait à l'autre à mesurer le temps. Clara ne bougea pas. Son visage trahissait une lutte vaine pour cacher ce qui était déjà visible, des souvenirs qui montaient comme l'eau et exigeaient d'être libérés. Papa souleva l'enveloppe juste assez pour en voir le pli. À l'intérieur, il distinguait une autre feuille de papier, plus petite, et un objet fin qui produisait un bruit métallique contre le papier. Il passa son pouce sur le rabat, hésita, et pendant ce bref silence, le garçon murmura de nouveau, cette fois avec un mot qui résonna pleinement, quoique d'une voix pâteuse. « Chante !» Ce n'était pas un ordre, c'était une clé. Papa comprit, peut-être pour la première fois de sa vie, que ce n'était pas lui qui contrôlait cet instant. Clara inspira lentement. La même mélodie qu'elle avait utilisée pour briser la glace du silence revint, calme mais claire, comme si elle avait été enregistrée dans l'air. 4 notes simples, une pause qui ne nécessite pas d'applaudissements, un retour réconfortant. Le garçon posa la tête sur son épaule, les yeux ouverts, comme s'il observait de l'intérieur quelque chose dont il se souvient sans le savoir. Le millionnaire ouvrit l'enveloppe. Le papier gazouilla doucement. Il n'y avait pas de longs paragraphes, seulement des phrases courtes, écrites avec la sobriété de quelqu'un qui économise son souffle. S'il est silencieux, cherche la chanson. Si tu ne la trouves pas, appelle quelqu'un qui sait écouter. Elle connaît le rythme de mon cœur. Et en dessous, un nom, Clara. Ce n'était pas une signature définitive. C'était un signe. C'était une instruction. La pièce changea. Non pas parce que la lumière s'alluma, mais parce que l'obscurité se fit plus discrète. Le père s'appuya contre le bord du piano, comme quelqu'un qui regagne le rivage après avoir nagé trop loin. Il regarda à nouveau le journal, tourna la 2e page. Il y avait l'écriture qu'il connaissait grâce aux listes de courses, aux notes sur le miroir, aux notes laissées dans la poche de sa veste. Si notre fils dit « au piano », il reste un dernier document à ouvrir. Pas seul. La phrase se terminait par un grattement, comme si l'écriture avait été interrompue par une toux ou une douleur. Le bord de la page portait un tampon de laboratoire, une date d'hospitalisation, la fin des temps. Le garçon désigna le dessous du piano un côté à peine visible. Son père s'agenouilla. Il y avait une vis tordue, presque cachée par le vernis brillant. Un compartiment? Ce ne serait pas exagéré. Les vieilles maisons recèlent les caprices des charpentiers et les secrets de famille. Il tâtonna, trouva un renfoncement et appuya. Un petit panneau céda vers l'intérieur avec un léger clic. Derrière, un étroit tube de feutre et, blotti comme un os long, un fin cylindre métallique, de la taille d'un stylo, un enregistreur. La sphère dans la poitrine de son père se gonfla sous le choc. Il appuya sur le bouton sans réfléchir. L'appareil ne s'allumait pas. Pile morte. La réalité des choses simples interrompt parfois les miracles par la grossièreté des objets. Clara fit un pas en avant, tendant la main comme pour demander la permission sans le dire. Elle sortit un vieux câble de son petit sac, geste pratique de quelqu'un qui porte des outils, de quelqu'un qui sait que les grandes maisons cachent un héritage ancestral, et l'inséra dans un port latéral du piano que personne n'avait remarqué. L'ingénieur du son de l'entreprise de son père, invité de marque, s'avança. Il ne demanda rien, se contentant de proposer un adaptateur sorti de la poche de son costume. Soudain, tout se compléta. L'enregistreur s'alluma, émettant une faible lumière brun rougeâtre, et le sifflement d'une vieille cassette emplit l'air avant même toute voix. Le millionnaire pinça les lèvres. Le garçon serra fermement le poignet de Clara. La salle cessa d'être une salle. Elle devint une oreille. La voix était faible, avec le timbre de quelqu'un qui parle doucement pour ne pas gaspiller ce qui lui reste. C'était la mère. Aucun doute, ni pour le père, ni pour le fils qui n'avait plus jamais entendu cette musique de mots. Si tu m'écoutes, c'est que j'ai atteint un point où je pensais ne plus jamais arriver. Je ne veux pas que quiconque me retienne dans la formalité du souvenir. Je veux qu'on me maintienne là où j'étais vivant, dans le son du piano, dans l'odeur du gâteau qui cuit,
dans la chanson qui quitte la maison en respirant lentement. Un rire bref, presque rien. S'il se tait, ne blâme pas le silence. Le silence est chez lui, celui qui ne sait pas. Qu'entrer sans frapper effraie les murs. Le millionnaire inspira comme s'il remontait à la surface. L'enregistrement continua. Je me suis promis de ne pas vous laisser seul, même sans corps. C'est pourquoi j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui m'a écouté alors que je ne savais même pas parler. Clara. Le nom sortit avec la délicatesse de quelqu'un qui présente quelqu'un qui a déjà sa place. Elle n'est pas venue pour occuper. Elle est venue pour appeler, pour dire ce que tu ne sais pas dire, pour entendre ce qu'il ne sait pas dire. Un bref silence, une toux contenue, l'enregistrement héritant de la lassitude ambiante. Si un jour il dit au piano, il y a une enveloppe pour vous trois. Ouvrez-la ensemble. Si vous avez essayé et que ça n'a pas marché, continuez. Continuer, c'est aussi aimer. Le père chercha du regard, comme si le ruban adhésif indiquait l'emplacement de ce qu'il demandait. Le garçon le savait déjà. Il désigna le dossier du tabouret, à l'intérieur, où le tissu du dessous formait une pochette lâche. Le tissu se déchira avec un bruit de déchirure. Là, maintenue par un vieux ruban adhésif beige, se trouvait une enveloppe plus épaisse, sans nom sur le devant. Il ouvrit délicatement le couvercle. À l'intérieur, 3 choses. Une petite photo. Sa mère, dans un couloir d'hôpital, sourit à l'objectif et embrasse Clara, tous deux en tablier, le regard fatigué et chaleureux. Une simple bague en argent avec une inscription à l'intérieur, non pas romantique mais pratique. Quand ta voix te manque, et une lettre bordée de bleu écrite par 3 mains, elle commença par l'écriture de sa femme, puis passa à une seconde plus ferme, celle de Clara, reconnaissable maintenant, et à la fin, laissa une ligne blanche avec 3 initiales dessinées au crayon, attendant leur tour. Le millionnaire sentit le monde basculer sur son axe et menacé de tourner. Il lut les 2 premières lignes en silence, le regard perdu sans entendre aucun son. C'étaient des instructions sans liturgie. Comment reconnaître la peur du garçon? Comment ne pas prendre un retrait pour un refus? Comment utiliser la musique comme un couloir entre 2 pièces? La 3e ligne décrivait ce qu'il fallait faire lorsque la maison semblait trop grande. Construire des cabanes avec des draps, projeter des ombres à la lumière d'une lampe, transformer le piano en bateau. Le père mordit le coin du papier pour ne pas crier. Il ne savait pas ces choses-là. Il ne les savait jamais. Le garçon posa la tête sur son bras comme pour dire « On apprend ». L'enregistreur siffla de nouveau. « Tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Ta force s'épuise quand tu essaies de prouver le contraire. Fais voir au garçon que tu trébuches. Un enfant fait confiance à ceux qui tombent et se relèvent avant eux. » Le millionnaire ferma les yeux une seconde et se revit, enfin humain, la cravate dénouée à 15 heures, les cheveux en bataille pour une pizza le samedi, son rire, facile revenant à la maison. L'enregistrement continua. « Et si ça te va, garde Clara près de toi. Elle est à la maison aussi. Elle m'a rencontré là où personne ne me voyait, quand je n'étais ni épouse ni mère, quand j'étais juste quelqu'un qui avait besoin d'être entendu. La pièce ne pleurait pas. Elle existait. Et exister, parfois, c'est le contraire de se cacher. Une brise légère traversa le haut rideau, juste assez pour nous rappeler qu'en dehors de la vie de cette famille, la ville continuait. À l'intérieur, le temps avait une densité différente. Le père retourna la photo où, au stylo bleu, était écrit « 2 oreilles font un chemin ». La phrase semblait trop simple pour supporter une telle douleur, et c'est précisément pour cette raison qu'elle était vraie. Clara fixa l'image une seconde, puis la lui remit respectueusement dans les mains. Ses pupilles avaient la couleur exacte de quelqu'un qui ne dort pas la bonne nuit, et pourtant se réveille pour ceux qui en ont besoin. Le garçon sortit la bague de l'écrin avec la délicatesse de quelqu'un qui apprend un nouveau rituel. Il essaya de la passer au doigt de son père, mais celui-ci recula d'1 millimètre. Non pas par refus, mais par gêne, devant cette scène de théâtre intime en public. Il remit la bague au doigt de son fils, où elle s'insérait comme un grand anneau. Le garçon rit doucement, un rire haletant et édenté, et cela suffisit à chasser l'air. La ligne blanche demeurait. Le papier attendait. Le ruban crépita soudain, et la voix de sa mère revint plus lointaine, comme si elle parlait de l'autre côté d'une porte close. « Si vous êtes ensemble, signez. Pas comme si vous terminiez une histoire, comme si vous l'ouvriez. » Son père chercha un stylo, n'importe lequel, mais il refusa celui de sa poche de costume. Il avait trop de cet homme qui résout le monde avec des chiffres. Un serveur lui tendit, sans théâtralité, un stylo simple, transparent, à l'encre bleue. Son père le prit. Sa main,
tremblait légèrement, mais suffisamment pour esquisser un geste humain. Il écrivit la première initiale. Il s'arrêta. Le garçon tenait le stylo par le milieu, les doigts tachés d'encre comme lors d'un improbable baptême, et tira une lettre tordue sur le côté, illisible mais présente, une signature voilée. La troisième manquait. Clara n'avança pas. Son corps bougea, son pied bloqué. Il y avait une décennie de vie contenue dans ce pas qui ne rentrait pas dans la lettre. Le millionnaire leva la plume vers elle, non pas comme une offre silencieuse, ni comme une imposition, comme une invitation d'un adulte qui apprend. Le garçon tourna la tête et la regarda, ne demandant rien qu'elle n'ait déjà donné. La pièce, jusque-là jugeante, fit place à un geste sans nom, car les noms repoussent parfois ce qui n'arrive que lorsqu'on ne les nomme pas. L'enregistreur, toujours en marche, laissa échapper un dernier court morceau, auquel personne ne s'attendait. 2 voix féminines sans parole, définies, soprano et contralto, échauffant la gamme dans un couloir d'hôpital, un rire gêné, une tentative d'harmonie, la même mélodie que la maison. 2 voix se rencontrant là où personne n'applaudit. Le père réalisa qu'il reconnaissait ce rire. Ce n'était pas celui de sa femme. C'était celui de Clara, plus jeune, plus légère, avec le courage retrouvé de quelqu'un qui trouve dans ce coin un moyen de s'exprimer. Le garçon ferma les yeux et hocha la tête au bon moment. Le monde entier s'accordait à ce rythme. Le stylo resta en l'air, implorant son atterrissage. Clara leva enfin la main. Le métal toucha le papier, froid et docile. La pointe traça la première courbe de la lettre. Le trait serait simple, mais pas superficiel. Il jaillirait de l'endroit précis où la promesse rencontre le possible. Et au moment où le trait commençait, l'horloge du salon sonna 9h15, non pas pour marquer la fin, mais pour avertir que, désormais, le temps dans cette maison ne serait plus mesuré uniquement par les aiguilles.